C'est parti? Ouais. Alors Barbara, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez commencer par nous parler des conclusions de votre rapport parlementaire? Oui, alors il y a deux parties dans ces conclusions. Il y a à la fois les constats sur lesquels je pense qu'on a été assez nombreux à être d'accord, donc bien sur l'impact de 35 heures. Et puis il y a une autre partie qui je pense n'est pas partagée par tout le monde. Quand je dis ça, c'est même indépendamment des questions de droite-gauche qui m'appartiennent un peu plus, parce que c'est une partie aussi qui est considérée comme un peu plus personnelle. Il y a à la fois le rapport et puis les conclusions, c'est qu'est-ce qu'en gros on pourrait en tirer aujourd'hui pour l'avenir, qui sont un petit peu plus personnelles. Sur les constats, c'est finalement des choses qu'on savait déjà avant. Il est bon de répéter, puisque quand on voit le nombre de bêtises qu'on raconte sur les 35 heures aujourd'hui, encore une fois on a le droit d'être contre. Enfin, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont objectivables et objectivés. Donc il y a notamment ceux qui concernent la création d'emplois. À la fois ce qui marque le dynamisme de cette période-là, ça ne veut pas dire que c'est limité, que c'est seulement grâce aux 35 heures, mais en tout cas ça se passe en même temps. Le fait que pendant 5 ans on a créé à peu près 2 millions d'emplois, alors que pendant le siècle précédent on n'a créé que 3 millions. Alors quand on crée 2 millions d'emplois, ça ne veut pas dire qu'il y a 2 millions de personnes en plus qui retrouvent un boulot. Il y a évidemment toujours des créations d'emplois, des destructions. Il peut y avoir des créations d'emplois sans diminution du chômage, voire même en augmentant le chômage, puisque s'il y a moins de création d'emplois que la population active n'augmente, ben ça peut faire baisser le chômage. Il pourrait aussi y avoir aucune création d'emplois et que le chômage baisse parce que la population active diminue. En l'occurrence, c'est une période où la population active a augmenté, on est passé de 25,5 millions à 26,6 millions. Et malgré tout, on a créé des emplois, c'est les 350 000 dont on parle assez régulièrement. Donc, ce qui fait passer le taux de chômage, je crois, un peu moins de 11 quand la gauche arrive au pouvoir, hein, un peu moins de 8 quand elle le quitte. Donc il y a à la fois les créations d'emplois, il y a aussi l'équilibre des comptes sociaux. C'est quand même assez rare quand on regarde les 40 dernières années qui viennent de passer, à un moment où à la fois le chômage baisse, les comptes sociaux sont équilibrés. Il y a aussi, je pense qu'on peut dire aussi que les 35 heures ont stimulé la croissance, contrairement à ce que beaucoup affirment. Certains disent bon, ok, il faut bien reconnaître que les emplois ont été créés, mais ils disent oui, c'est grâce à la croissance, ou bien d'autres disent c'est grâce aux baisses de cotisation. D'ailleurs, ceux qui disent ça en général disent baisse de charge, et pas baisse de cotisation. Alors pour la partie croissance, c'est vrai que c'est une période où il y a de la croissance, où la croissance est relativement importante, au regard de celle qu'on connaît aujourd'hui en tout cas. En France, elle est plus élevée sous le mandat de Jospin que pendant le mandat précédent à droite et pendant le mandat suivant. Par contre, c'est pas vrai pour la croissance européenne. La croissance européenne, pendant les 4 ans qui ont précédé, elle était en moyenne de 2,2. Elle est de 2,5 pendant la période de Jospin, et elle est à nouveau de 2,2 après. Donc, certes, elle est un peu plus élevée à ce moment-là, mais enfin, c'est comparable. Et avant et après le mandat de Jospin, on n'a pas du tout créé autant d'emplois. Le chômage n'a pas baissé. Et surtout, on peut penser que les 2,5% de croissance au niveau européen, ils sont largement liés à l'augmentation de la croissance française, puisque à ce moment-là, la croissance française, elle est d'un demi-point ou d'un point supérieur à ce qui se passe dans le reste de l'Europe. Donc, non seulement, bien sûr, la croissance... L'Allemagne est le mauvais élève de l'Europe. Il participe, mais en plus, on peut considérer qu'elle s'est largement tiré la croissance européenne. D'ailleurs, c'est ce qui ressort des articles de journaux qui sortent à cette époque-là, y compris on dit, ben voilà, par rapport au modèle de Blair, plus libéral, ben on constate que ces modèles-là, en baissant le temps de travail, participent aussi d'une dynamique. Et la croissance mondiale est bien plus élevée avant le quinquennat de Jospin, avant les 5 années du gouvernement Jospin, pardon, et après ces 5 années-là. Donc ça ne peut pas se limiter à la croissance. Il y a ceux qui disent aussi que c'est grâce aux baisses de cotisation. Alors, bien sûr que les baisses de cotisation y participent. Ça fait partie du deal, de l'échange. C'est-à-dire qu'en échange d'une réduction du temps de travail et de fait, normalement, de création d'emplois, donc d'embauche, les entreprises ont obtenu à la fois des baisses de cotisation, des aides de l'État et la possibilité par la négociation de geler les salaires. Ce qui s'est passé puisque en moyenne les salaires ont été gelés pendant 18 mois. Donc sans doute que ça y participe, évidemment, ça fait partie d'un ensemble et il ne faut pas tout séparer. Mais en même temps, les baisses de cotisation, il y en a eu avant, il y en a eu après, et elles ont été faites sans aucune condition, et il n'y a pas eu de création d'emploi. Ou alors il y en a eu beaucoup moins. Donc c'est pour ça que je ne suis pas sûre que la formule soit tout à fait heureuse, mais je pense qu'elle est quand même parlante. Je dis que les 35 heures sont une forme de pacte de responsabilité, en échange de baisse de cotisation et de plus de flexibilité en faveur des entreprises, il y a de la création d'emplois et de la réduction du temps de travail. Et ce qui est vraiment intéressant, je crois, c'est... alors,
tout le monde ne l'évalue pas exactement de la même façon, mais ça coûte 12 milliards. C'est-à-dire c'est 12 milliards de cotisations qui étaient versées auparavant qui ne le sont pas, puisqu'on les diminue. Donc ça, c'est une perte. Mais il faut aussi compter évidemment ce qui rentre. Et ce qui rentre, c'est des gens qui maintenant ont un travail qui peuvent payer des cotisations. C'est des chômeurs en moins qu'on n'a pas indemnisés. C'est des gens qui consomment et des entreprises qui ont une dynamique qui permet qu'il y ait aussi de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Donc c'est comme ça qu'on estime en gros la création d'emplois à 12 800 €. Ça veut dire que c'est une création d'emplois. C'est une création d'emplois les moins chères. Je crois que c'est le moins cher juste pendant les 40 ou 50 dernières années qui ont passé. À titre d'exemple, si on prend le pacte de responsabilité, il ne faut pas exclure qu'1 million d'emplois soient créés. C'était la prévision, ce que disait par exemple M. Gattaz. Mais même si 1 million d'emplois étaient créés, si on met 1 million d'emplois en face de 41 milliards, ça fait quand même un emploi à 41 000 €. Donc ça fait quand même 3 fois plus cher, même plus que 3 fois plus cher que la réduction de temps de travail. Et pour l'instant, les emplois en question, on ne les a pas vus. Aujourd'hui, quand vous voyez les réactions presque épidermiques, comment vous l'expliquez? Est-ce qu'au-delà de l'aspect économique ou politique, vous avez l'impression qu'il y a une question vraiment idéologique derrière ça? Alors, je suis toujours embêtée avec cette histoire idéologique, parce que moi, l'idéologie, je trouve pas ça mal. Je trouve ça même plutôt sain. On ait des idéologies, des visions du monde qui puissent être différentes. Je trouve que c'est plutôt un bon signe démocratique. Mais c'est vrai que je parlerais peut-être plutôt d'une question culturelle. C'est vrai que je trouve normal qu'il y ait un rapport idéologique au fait de baisser le temps de travail, de le répartir autrement. C'est normal que des gens puissent avoir des points de vue différents sur ça. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut objectiver. Et c'est vrai que je m'étonne qu'il n'y ait pas plus de choses sur lesquelles on puisse se mettre d'accord dans le débat public. Donc les hypothèses, c'est soit il y a des gens qui ont vraiment de mauvaise foi, mais j'ai pas envie de postuler ça, ça arrive, mais il y en a partout. Mais je pense qu'il y a plutôt une difficulté à arriver à concevoir ça. Par exemple, il y a des gens qui n'arrivent pas, quels que soient les chiffres qu'on peut leur donner, les démonstrations qu'on peut faire, qui n'arrivent pas à concevoir que pendant cette période-là, entre 1997 et 2002, c'est le moment où le nombre d'heures travaillées en France est le plus important. Mais il y a des gens pour qui on réduit le temps de travail, c'est pas possible que le nombre d'heures travaillées total, évidemment, soit plus important. Il est plus important tout simplement parce qu'il y a plus de gens qui travaillent, et c'est surtout ça qui compte. Mais justement, c'était peut-être ça ma question, justement, le cœur de la question, c'est qu'au-delà des chiffres, au-delà de... derrière, il y a un projet de société peut-être, qui est plus ou moins affirmé pour certains, peut-être plus pour vous, très certainement pour beaucoup d'autres. Justement, quelle serait votre vision, vous, alors, à ce niveau-là? Au-delà des 35 heures ou 32 heures, je ne sais pas combien. Alors, avant d'être en mesure de vous répondre à cette question, quelque chose qui est très important et très fort pour moi, que j'essaye d'expliquer à chaque fois, c'est bien que le travail, il est déjà aujourd'hui, enfin l'emploi. L'emploi, il est déjà aujourd'hui partagé, mais de façon très inégale, et même réduit, vraiment pour certains, au point qu'ils ne travaillent pas, enfin qu'il n'y ait pas d'emploi, qu'ils travaillent 0 heure. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas d'ailleurs, puisque notamment les femmes, c'est aussi parce qu'elles prennent en charge le travail qu'on dit domestique ou familial, qu'elles ont aussi moins de temps et de possibilités pour exercer un emploi. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne font rien. Et ça, c'est aussi du travail qui n'est pas reconnu. Donc, le travail est déjà partagé et réduit pour certains. Et donc, ce à quoi j'aspire, comme beaucoup d'autres, c'est à partager ce travail autrement. Voilà, il y a ceux qui, en moyenne, quand ils sont à temps plein, travaillent plus que 39 heures, malgré les 35 heures. Il y a ceux qui ne travaillent pas du tout, et pour qui c'est une vraie souffrance et une vraie difficulté. Et tous ceux, surtout toutes celles qui travaillent à temps partiel. Aujourd'hui, la moitié des gens qui travaillent à temps partiel ont des revenus qui sont inférieurs à 850 €. Donc moi, ce à quoi j'aspire, c'est que chacun puisse vivre dignement. Dignement, ça veut dire un revenu suffisamment élevé. Dignement aussi parce qu'il est lui-même pourvoyeur de ses ressources. Il ne lui verse pas des allocations. Je ne suis pas contre le fait que ça existe, évidemment, mais tout le monde préfère gagner lui-même ses moyens de vie et de survie pour soi-même et pour sa famille. Donc ça, c'est au niveau de l'emploi. Et qu'en même temps, ça permette aussi une répartition du travail, notamment familiale et domestique, qui soit différente, pour plusieurs raisons. Parce que le fait que les femmes ont la charge quasi exclusive fait que ça leur ferme les portes de l'emploi et de l'autonomie. Parce que si on n'a pas les moyens de vivre soi-même, on est un peu obligé de rester dans la situation dans laquelle on est. Et donc tout ça entretient le rapport très inégal qu'il y a entre les hommes et les femmes dans la société. Je pense que c'est très négatif. De même que je pense aussi que pour la société, pour les hommes déjà en tant que pères, c'est aussi une façon de leur reconnaître
leur capacité à la parentalité, de les reconnaître comme pères. Je pense que beaucoup y aspirent et de plus en plus. On voit que dans les enquêtes de satisfaction, c'est surtout les parents de jeunes enfants qui sont contents de la réduction du temps de travail, des pères compris. Je pense que c'est mieux pour les enfants aussi. Donc l'idée, c'est de partager mieux l'emploi, salarié, etc., et de partager mieux le temps libre, le temps familial, et j'ai compris que du coup, ça permet aussi aux gens de s'investir davantage dans la société. Après les conclusions que vous tirez en tant que rapporteuse de la commission, qu'est-ce que vous voyez pour la suite? Quelles sont pour vous les prochaines étapes qu'un réel gouvernement progressiste devrait franchir? Alors, moi j'ai plutôt des questions, des propositions, je n'ai pas tranché par exemple. Est-ce qu'il faut encore réduire la durée légale ou est-ce qu'il vaut mieux choisir un système qui correspondrait plus à une sorte des comptes épargne-temps? Je pense que tous ces systèmes-là sont sans doute à combiner. La difficulté que je peux avoir parfois avec les 32 heures, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une telle crispation autour des 35 heures, que peut-être que c'est pas un slogan qui parle suffisamment. Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. De même que j'ai vu que dans les enquêtes de satisfaction qui existaient aussi, la satisfaction était plus grande chez les gens qui avaient pu prendre des blocs de temps, des demi-journées, des journées complètes ou des périodes plus importantes, davantage que chez ceux qui gagnent des minutes dans la journée. Je pense aussi que c'est peut-être plus adapté aussi au fait qu'aujourd'hui on ne passe pas toute sa vie dans le même emploi, dans la même entreprise, que ça correspond peut-être plus aux aspirations que beaucoup de gens peuvent avoir du temps pour un moment, pour se consacrer à leurs enfants ou à leur famille, pour faire une nouvelle formation, pour être plus, dans un souci d'épanouissement personnel, y compris dans un souci d'évolution dans son boulot. Je me dis des gens qui sont en situation de se former davantage, c'est bien pour la nation, puisque c'est de la richesse, et puis aussi c'est quelque chose qui leur permet à eux d'avoir des choses à négocier face à un patron, et qu'on ne se retrouve pas sans arrêt avec des gens qui en fait font des formations à des moments où en fait c'est parce que l'entreprise est en difficulté, donc du coup les gens vont se former, et s'ils se forment c'est d'abord pour répondre aux besoins de l'entreprise, et immédiat, pas forcément des choses auxquelles ils auraient pu penser. Je pense aussi qu'il vaudrait peut-être mieux faire d'abord quelque chose que je dirais être les 35 heures vraiment, plutôt que déjà parler des 32 heures, parce qu'on voit bien que les 35 heures... Donc les 39 heures d'un côté et les 0 heures de l'autre. Oui, mais c'est sur le temps, c'est sur la durée légale dont je parle. C'est-à-dire que je pense qu'on devrait réduire grandement le contingent d'heures supplémentaires, parce qu'on était à 130 heures en 2002, la droite a fait passer à 190 puis à 220, y compris après sans besoin d'autorisation de l'inspecteur du travail, y compris, je crois qu'il n'y a pas forcément toujours les repos compensateurs qui ont été conservés. Et quand on peut aller jusqu'à 220 heures d'heures supplémentaires, si on l'utilise au maximum, ça veut dire 6 semaines de travail supplémentaire. Donc, tout le monde comprend bien qu'il faut qu'il reste un volant d'heures supplémentaires, en fonction de la taille de l'entreprise, de la nécessité de pouvoir s'adapter à l'activité. Mais 220, c'est considérable. Et à mon sens, c'est ce qui a assez largement dénaturé les 35 heures. Donc moi, je pense qu'il faudrait revenir sur ces contingents. Je pense que c'est important aussi de faire attention à ça, parce que des fois, on se donne l'impression que si on baisse l'heure légale, de fait, ça fait diminuer le temps de travail. C'est pas du tout forcément vrai. Voilà, et en plus ce serait extrêmement simple. On ne fait pas une nouvelle loi, on limite juste le nombre de contingents, enfin on limite juste le contingent d'heures supplémentaires. J'ai l'impression que du coup le blocage que vous pourriez avoir par rapport au futur éventuel de la réduction du temps de travail tient aux mentalités qu'il y a en France en fait, de manière générale, et aux crispations qu'on peut peut-être avoir, en tout cas certaines corporations, sur des barrières symboliques. Alors, il y a de toute façon des oppositions qui resteront, qui sont idéologiques, qui sont y compris d'intérêt, je ne sais pas si on doit dire d'intérêt de classe, mais il y en a qui objectivement ont intérêt à avoir des salariés des salariés avec lesquels ils peuvent davantage jouer, de même qu'il y a des gens qui ont intérêt à maintenir le niveau de chômage. Je ne suis pas sûre que tout ça soit pensé, je ne pense pas qu'il y a un complot, hein, mais c'est sûr que s'il y a toujours 5 millions de chômeurs, 5 millions de gens qui ne peuvent pas vivre de leur travail, c'est un moyen de pression potentiel sur les salariés qui sont au boulot qui est considérable. Donc moi, ce que je suis intéressée de convaincre, c'est surtout ceux dont je considère qu'ils y ont eux-mêmes intérêt. Et même de ce côté-là, c'est plein de salariés, de petits employés, d'ouvriers, etc. Ils n'en sont pas convaincus.
ils n'en sont pas convaincus pour 2 raisons. Une première qui s'entend pleinement, c'est-à-dire que pour un certain nombre d'entre eux, la façon dont les 35 heures se sont mises en place a impliqué une dégradation de leurs conditions de travail et de vie. Alors, ce n'est pas les 35 heures en soi, mais les 35 heures ont permis des formes d'assouplissement qui, pour eux, sont traduites par de la flexibilité, une moindre prévisibilité. Dans la mise en œuvre des 35 heures, il y a aussi des endroits où ce qui était des temps de pause, qui était considéré comme du temps de travail, ça a été sorti du temps de travail. Donc du coup, les gens, on leur dit qu'on a diminué leur temps de travail, mais eux, concrètement, ça n'a rien changé du tout, et ça a même plutôt intensifié leur travail. Comme après, il y a eu l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires. Un certain nombre d'entre eux, mais très peu, ont pu faire des heures supplémentaires en plus. Et donc du coup, après, si on leur enlève, ce qui se dit, c'est qu'ils ont une perte de revenus. Donc il y a des éléments objectifs qui font qu'un certain nombre de personnes n'ont pas forcément vécu la réduction de temps de travail comme un progrès. De même qu'en moyenne, le gel des salaires a été de 18 mois. Donc quand on n'a pas un salaire qui est très élevé, même s'il n'y a pas eu de baisse de salaire, ben voilà, il augmente, il n'était déjà pas très élevé, il augmente moins vite qu'avant. Donc il y a des raisons objectives à ce que des gens puissent être un petit peu réticents. Et puis il y a surtout, je crois, la bataille idéologique qui n'a plus été menée. Moi, je me pose souvent cette question, je me dis mais comment c'est possible qu'aujourd'hui, alors que notre souci prioritaire... Je crois que votre mot c'est culturel plutôt qu'idéologique. Oui, alors c'est ce qu'il y a dans les... Alors il y en a pour qui je considérerais que c'est plus de l'idéologie dans un sens qui serait peut-être un peu négatif, au sens un petit peu fermé. Mais... Donc c'est le même concept, mais en négatif c'est l'idéologie. Non, vous avez raison, je manque de, comment dire, de sérieux. Non, c'est pas ça que j'essaie de montrer, mais c'est plutôt que autour du concept de bataille culturelle, justement, l'idéologie marquera peut-être ceux qui sont plus ancrés sur des positions et qui n'arrivent pas à s'en démarquer. Et la culture, c'est quelque chose qui peut peut-être plus se mouvoir, peut-être plus s'adapter. C'est vrai, après peut-être que c'est quelque chose d'aussi plus profond et peut-être qu'il y a un rapport au travail, une façon d'en parler qui fait qu'on pense que si on travaille moins, ça veut dire qu'on considère que le travail c'est moins important. Donc je pense qu'il y a aussi des choses comme ça, des idées qui sont assez largement véhiculées. Comment est-ce qu'on peut penser qu'on peut mieux s'en sortir en travaillant moins les enquêtes européennes, l'enquête Survey, je crois, avaient interrogé différents salariés dans les pays européens pour leur demander quelle valeur ils accordaient à leur travail. Et les Français étaient classés très haut. 67% des gens considéraient que c'était très important pour eux. Et ils étaient classés plus haut que l'Allemagne, que les pays scandinaves, etc. Et ceux qui sont classés en dessous, ça ne veut pas dire que leur travail n'est pas important. Mais je pense que ça veut dire qu'il y a leur travail, et puis dans la vie, il n'y a pas que le travail. En tout cas, il n'y a pas que l'emploi. Et que ne pas être tout le temps en emploi, ça permet à d'autres d'avoir un emploi, et puis ça permet à soi-même aussi de consacrer un petit peu plus de temps à sa famille, à ses loisirs, à la citoyenneté. C'était une loi bonne pour la famille. On en revient du coup à ce que je vous demandais par rapport au projet de société qui est derrière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que je ne réponds pas très bien, mais c'est une société dans laquelle, très bien, ou clairement, c'est une société dans laquelle tout le monde a la possibilité d'avoir un emploi et de participer à une œuvre collective. Et aussi, tout le monde, et donc d'en vivre, et aussi tout le monde a du temps pour faire autre chose que travailler. Consacrer du temps à sa famille, à ses enfants, à soi, avoir du temps pour lire, c'est important pour être... Quand on aime ça, on peut faire autre chose, mais pour être plus heureux, pour être mieux dans sa peau, pour réfléchir, avoir du temps pour réfléchir et participer à la vie citoyenne, c'est vraiment important. Quand on voit qu'aujourd'hui, je crois que les 3 industries dans le monde qui rapportent le plus d'argent, c'est la pub, les drogues et psychotropes, et les armes, l'alcool, etc. Enfin, ça en dit quand même long. C'est-à-dire que dans notre société, ce qui se vend bien, ce qui marche, c'est ce qui nous permet... c'est soit des choses qui sont de participe du défoulement, plus la prostitution, etc. Une espèce de défoulement, de trucs qui, de choses qui nous permettent de sortir de nous-mêmes, l'alcool, la drogue, etc. Enfin, c'est pas très rassurant sur l'état mental et psychologique de nos concitoyens. La France est même d'ailleurs le premier consommateur de psychotropes au monde, depuis assez longtemps. Donc je trouve ça assez inquiétant. Et peut-être que, je vais être un peu caricatural, mais si tout le monde avait un emploi dans lequel il peut raisonnablement s'épanouir, ne serait-ce qu'en se disant qu'il gagne sa vie lui-même, que ça lui permet d'avoir du temps, de faire d'autres choses avec ceux qu'il aime, ou que
que chacun n'est pas pressuré dans son travail, mais a aussi du temps pour réfléchir, pour faire autre chose, pour passer du temps avec ses enfants, peut-être que les gens se sentiraient mieux et que ce qui générerait de la richesse, c'est pas d'abord d'acheter de la drogue, de consommer de l'alcool, d'être dans de la prostitution, dans des rapports violents, dans des images violentes. Voilà, c'est ça que je pensais. D'accord. Est-ce que, donc du coup, quand on se base sur vos conclusions du rapport qui va paraître la semaine prochaine, qui loue les 35 heures et la période qui correspond à la mise en place des 35 heures, quand on pense aux évolutions historiques, à l'automatisation, à la robotisation, à la démocratisation de l'enseignement, à la place des femmes qui est de plus en plus prégnante dans la société, est-ce que quand on pense au taux de chômage actuel, au taux de précaires, à toute cette population d'exclus actuelle dans la société, est-ce que ça ne paraît pas inéluctable, si vous estimez que les 35 heures ont été un succès, de continuer ce mouvement? Moi, ça me paraît absolument nécessaire. Mais l'inéluctable qui se passe, c'est bien que le travail continue à être partagé. Le problème, c'est comment est-ce qu'il se fait. C'est-à-dire que soit on ne fait rien et on ne permet pas que le travail soit partagé autrement, soit il va continuer à être partagé, mais juste avec plus de chômeurs et plus de précaires. Donc oui, ça me paraît indispensable. C'est pour ça que quand des gens me disent, y compris moi, je ne suis pas en train de gérer les complications de comment est-ce que je mets en place dans mon entreprise ces 35 heures. Moi, je ne dis pas, ou cette réduction du temps de travail, moi, je ne dis pas du tout que c'est facile. Mais je dis quand même que pour un pays, la 5e puissance économique du monde, continuer à se satisfaire, ou même à s'en plaindre, mais à ne toujours pas envisager autre chose pour réduire le chômage, à vivre avec autant de chômeurs, avec autant de gens qui souffrent de ne pas pouvoir vivre correctement de leur travail, de leur investissement dans la société, c'est quand même prendre un risque aussi considérable. Donc c'est pas facile à mettre en œuvre peut-être, mais d'une, c'est pas facile non plus de vivre, et c'est peu de le dire, quand on n'a pas de boulot, y compris quand on a plein de boulot, où on change sans arrêt d'horaire, où on est toujours en train où la moitié de notre temps, on est en train notre travail est de chercher un emploi, justement, ça aussi c'est dur de vivre comme ça. Et pour une société, c'est potentiellement catastrophique. Moi je considère, mais je comprends que tout le monde ne pense pas la même chose, que c'est parce qu'on a arrêté que la situation continue à s'aggraver. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas en fait continuer, mais il faut reprendre. Mais en faisant exploser le contingent d'heures supplémentaires comme ça, on a totalement dénaturé et vidé de leur contenu les 35 heures. Donc, la situation d'aujourd'hui, ce n'est pas la responsabilité des 35 heures. Ça ne veut pas dire que réduire encore le temps de travail suffit. Mais encore une fois, voilà, on arrive à créer de plus en plus de richesses, ou au moins autant, on a besoin de moins en moins d'heures de travail pour le faire. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle dans la mesure où on répartit le travail, l'emploi et les revenus d'une façon qui est différente. Après, je pense qu'un des trucs qui est difficile parfois à concevoir, c'est que si on se dit, mais si on ne travaille pas, c'est pas si on ne travaille pas, c'est si on travaille moins, mais c'est quoi qu'on va faire dans notre vie? Et je pense qu'il y a une réflexion aussi à avoir sur la question du temps libre, et qu'est-ce qu'on fait de ce temps qui ne va pas de soi. Et là aussi, on sait que, y compris avec un temps libre comparable, il y a la question des revenus. Évidemment, quand on a du temps libre et qu'on n'a pas de revenus, on peut comprendre que c'est plus compliqué. En même temps, les choses importantes qu'on fait dans notre vie, qu'on ait 10 ans, 30, 40 ou 60 ans, qu'est-ce qui a été des moments de bonheur, des moments importants dans une vie? Enfin, en ce qui me concerne, c'est rarement des moments liés j'ai gagné plus d'argent ou pas. Alors, évidemment, quand on n'a pas le minimum pour vivre et qu'on a tout juste ce qu'il faut, c'est bien sûr très compréhensible que tout ça compte. D'où la nécessité de partager le travail autrement et les richesses pour que chacun puisse travailler. Mais je pense qu'il y a une vraie angoisse autour de qu'est-ce qu'on fait de ce temps libre aussi. Et voilà, je pense qu'on ne peut pas se passer de cette réflexion. Je crois que c'est Michel Rocard qui, très souvent lors de ses conférences, jouait un peu avec ses auditeurs et demandait aux éditeurs de fermer les yeux et de penser aux 3 meilleurs moments de leur vie. Et ensuite, il disait qu'il pariait que personne n'avait pensé à un moment qui était lié à l'argent, et que c'est toujours lié à un mariage. Ouais. Écoutez, merci beaucoup en tout cas. Et félicitations pour ce rapport, on a hâte de lire.